Et oui, nous revoilà, c'est Bod le podcast et c'est déjà notre 6e émission les enfants. Nous sommes de retour pour votre plus grand plaisir, on l'espère. Alors aujourd'hui nous sommes toujours accompagnés de Seb. Salut Seb. Salut la France. Et de Bastien. Salut Bastien. Hey. Comment ça va les gars? Bah moi personnellement en Belgique ça va mieux que vous, je crois. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors pour rien vous cacher, donc nous enregistrons juste après les résultats du premier tour, donc no comment comme on va dire. Une pensée pour Cheminade quand même. Oui, Un et jour, pour il Jean arrivera. Lassalle, oui, qui est donc crédité de 0,0%, hein, c'est ça? 0,2, Ah, quand même. pas mal. Je pense que c'est sa famille qui a voté pour lui. Donc, au sommaire du podcast de ce soir, les enfants, nous allons aborder Power Rangers, le film de Dean Israelite. Ensuite, Go Power Rangers. Ensuite, Seb nous parlera de Rudderless. Bastien nous fera une sorte de vrac avec un peu, pas mal axé sur les séries télé, si je ne me trompe pas. Oui, une petite rubrique que j'ai envie d'instaurer, un petit j'ai envie de vous dire, ce sera un débriefing de trucs que j'ai regardé récemment, un espèce donc de pot pourri de séries et de films, un truc bien chaotique. Ah, j'aime bien le terme pot pourri, hein. Je suis très acheteur de ce genre de oui. terme. Donc, écoutez, si vous n'avez pas d'objection, nous allons tout de suite commencer l'émission avec le Power Rangers. Go Power Rangers. Donc voilà, alors c'est une réalisation de notre ami Dean Israelite. Alors pour ne rien vous cacher, je pensais que c'était un pseudo. Je pensais que c'était une sorte d'équivalent à Alan Smithy. Donc j'attends très prochainement les films de Paul Danmarkit et de Sean Thailandalit. Donc voilà. Ça c'est fait. Alors donc les Power Rangers, c'est une franchise très connue à travers le monde, hein, mine de rien, enfin, surtout aux États-Unis, ça casse toujours la baraque. Ça doit faire, je sais pas loin d'une vingtaine d'années que ça existe là-bas. Donc c'est une série télé. C'est déjà la 3e adaptation en long métrage si je ne m'abuse. Il y en avait déjà eu 2 dans les années 90 et là notre ami Saban, Aim Saban, le producteur historique de la série, a racheté les droits à Disney si je ne m'abuse et donc se lance dans une nouvelle série de long métrage parce que je me doute que vu le succès de cet épisode il y aura une suite, surtout que, attention, je commence déjà par spoiler comme un gros bâtard, il n'y a pas le Power Rangers vert dans ce premier épisode. Oh Ah, mon putain. dieu, ils ont oublié Tommy. Donc voilà, je pense qu'il se le garde sous le coude pour le 2e volet, voire le 3e volet. Donc je ne parlerai pas du casting des adolescents qui est complètement interchangeable. En revanche, on va faire un petit coucou aux 2 acteurs adultes qui sont venus cachetonner comme des gros morts dans ce film. Donc Elizabeth Banks, la choupie Elizabeth Banks, à qui on fait des gros bisous, qui interprète la méchante Rita Repulsa. Donc on peut tout à fait apprécier le nom déjà de la méchante, qui est, je crois, une méchante historique de la série. Et ensuite, surtout, l'immense Bryan Cranston qui interprète le mentor des Power Rangers. Alors donc, sa prestation se limite à sa voix, hein. Son visage, on ne le voit pas, si ce n'est à travers un écran de télévision, enfin un écran géant dans le vaisseau spatial des Power Rangers. Voilà. Donc, au-delà de ça, je pense que je vais faire un pitch très court vu que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire des Power Rangers. Donc, ce sont des adolescents qui ont des problèmes d'adolescents. Alors, je vous le donne en mille, ils ont tous des problèmes avec leurs parents. Donc, on fait « Oh, c'est un petit peu moche ». Voilà. Et donc, ils se retrouvent embarqués dans des aventures extraordinaires pour lutter contre le mal avec un M majuscule. Donc voilà, on peut dire que c'est un scénario qui n'est pas piqué des hannetons. Ils vont lutter contre le patriarcat, c'est ça? Contre le mal. Non, il n'y a pas de mal pardon. là. Voilà, donc ce serait plutôt le matriarcat, vu que c'est la méchante Rita Repulsa. Mais non, le film s'en garde loin de là. Alors donc, ensuite, je vais tout de suite vous dire que Power Rangers est peut-être le plus grand film sur le déterminisme social depuis La nuit nous appartient de James Gray. Oula. Donc, pour faire bref, le Power Rangers rouge, intitulé Jason Scott, qui est... Pardon.
Donc c'est un quarterback, c'est le quarterback du lycée, c'est le hit boy, il a une vie parfaite qui se dessine devant lui. Le mec a déjà ses petits articles accrochés dans le lycée, enfin voilà, vous voyez un peu le genre de personnage. Sauf que Jason Scott, eh ben, il n'en veut pas de tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre sa vie pleinement, faire ce qu'il veut. Et donc, il sabote sciemment cette carrière de sportif de haut niveau et de rêve qui se dresse devant lui en faisant copuler un cochon avec un autre cochon. Et ça, je vous jure que c'est donc la scène d'intro du film. D'accord, j'ai envie de voir cette scène maintenant. Donc voilà, donc Jason Scott se retrouve collé à l'année, parce que bien entendu c'est le genre de sanction qu'on se retrouve à avoir après avoir fait ce genre de choses. Et donc, et là est l'hommage au Breakfast Club de John Hughes. Wow. Tous les personnages qui sont donc appelés à devenir des Power Rangers se retrouvent dans un lieu qui est donc la salle de colle du lycée. Et comme dans le film de John Hughes, tous les personnages sont quand même d'univers différents. Et c'est là que les Power Rangers restent fidèles à eux-mêmes. C'est une véritable pub pour Benetton. Donc il y a le quarterback dont j'ai déjà parlé de notre ami Jason Scott. Il y a le geek Black, limite autiste, hein, je crois qu'on peut y aller. Qui donc lui interprétera le Power Rangers bleu. Je ne sais plus son nom, hein, les noms des autres personnages, je vous avoue, il y a Kim, je crois, qui est donc elle, c'est la hit girl des filles, c'est la nana qui fait partie du groupe de danse qui est très populaire du lycée, mais elle se en fait exclure elle aussi, donc le déterminisme social, elle aussi, elle n'en veut pas. Il y a ensuite un asiatique taciturne, voyez-vous, alors a priori plutôt typé japonais, mais apparemment il parle en chinois, enfin c'est pas très clair. Et enfin il y a, et là apparemment c'est une grande nouveauté dans l'univers des Power Rangers, qu'est-ce qui manque les garçons dans tout ce groupe? Bonne question. Eh bien il manque une lesbienne, Ah oui. et donc voilà, donc la Power Rangers jaune sera donc la lesbienne du groupe, typée un petit peu latino aussi également, donc voilà, on a vraiment un patchwork de toutes les nationalités pour plaire au plus large public possible. Donc voilà. Donc les personnages se rencontrent pendant 1 heure de colle. Donc ensuite, voilà, on a 1 heure de film où ça se passe franchement plutôt pas mal. Il y a une présentation, un développement de personnages plutôt cohérent, ça suit plutôt pas mal. Sauf que après 1 heure de film, on commence à se dire putain, bon, c'est bien, mais il faudrait peut-être falloir passer à autre chose. Donc là, il y a encore une demi-heure où ça va meubler clairement et ça va être extrêmement pénible. Ça tire à la ligne, en veux-tu, en voilà, on fait faussement mourir un personnage, ça fait, enfin voilà, personne n'est dupe à part les enfants de 6 ans qui se retrouvent à pleurer comme des madeleines dans un cinéma. Et donc, nous sommes à 1 heure et demie de film, et enfin là, les Power Rangers arrivent à revêtir leur armure, leur tenue de gala, j'ai envie de dire. Donc après 1 heure et demie de film, sachant que le film fait 2 heures. Donc là, on est déjà à 30 minutes du terme, et sachant que là les 30 dernières minutes ça va être une sorte de long climax voilà, très spectaculaire. Alors pour résumer ce climax, c'est 5 minutes de baston, et on sent que les acteurs sont complètement à la ramasse et que c'est filmé n'importe comment, genre en hélico avec des plans larges, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est 5 minutes de combat physique, pieds-poings et compagnie qui sont absolument horribles. Et ensuite, nos amis Power Rangers ils investissent les Zords. Alors, vous voyez, pour les non-initiés, les Zords, c'est des espèces de véhicules qu'ils ont chacun à leur disposition, et ensuite ils se réunissent tous les Power Rangers sous leurs ordres pour former le Megazord, qui va donc affronter le grand méchant créé par Rita Repulsa, parce que Rita Repulsa c'est même pas elle la méchante, on va dire, elle met en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut créer un étron géant qui ne s'appelle pas Bono, mais ça n'en reste pas moins un étron géant en or. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récolte tout l'or qu'elle peut trouver à la disposition dans la ville où se passe l'action. Alors, je crois que c'est Angel Grove ou un truc comme ça, le nom du patelin. Et donc, pour avoir l'or, elle récolte même les chicots des clochards du patelin. Enfin, je vous laisse imaginer, ça laisse une petite séquence aussi, pas piquer des hannetons. Et donc à la fin, donc il y a l'affrontement entre le Megazord des Power Rangers et donc l'étron géant en or. Et là, ça devient Transformers. Hein, clairement, ça ressemble plus à rien. C'est moche, c'est filmé pareil.
avec des effets spéciaux moins réussis, faut le dire clairement. Et donc voilà. Donc si je devais faire un court résumé, t'as 1 heure, on va dire, qui est un peu dans l'esprit d'un film de super-héros, mais les origines de super-héros, donc là c'est plutôt pas mal, même si ça, bien entendu, ça casse pas 3 pattes à un canard, il y a des petites références, et il y a une volonté de faire du cinéma qu'on retrouve, même si c'est parfois nawak. J'ai pour exemple un plan séquence qui est quasiment au tout début du film, où il y a une sorte de panneau circulaire à l'intérieur d'une bagnole, mais en plan séquence qui dure extrêmement longtemps, qui m'a paru durer assez longtemps. Mais même si c'est complètement gogol et qu'au niveau de la mise en scène ça ressemble pas à grand chose, il y a quand même une tentative de faire du cinéma, de faire vivre son image, qui a pas une seule seconde dans Kong Skull Island par exemple. Donc pour moi j'ai plus de sympathie à regarder Power Rangers, avec le film Power Rangers qu'avec Kong Skull Island, mais je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà suffisamment chié sur ce truc. Donc pour conclure, si vous le voulez bien, même si vous le voulez pas d'ailleurs, sinon on passerait à autre chose tout de suite. Donc il y a une demi-heure de trop, mais alors vraiment qui est beaucoup trop longue. Il aurait fallu couper dedans. Donc pour le prochain épisode, je pense qu'ils se concentreront plus sur disons que la partie apprentissage sera déjà passée, donc il y aura forcément plus d'action dans le deuxième épisode. C'est peut-être pas une bonne nouvelle à la vue du climax, mais bon, après au niveau du rythme, du coup ça sera peut-être meilleur. Et voilà, il faut quand même que je vous parle pour conclure de la scène finale. Donc attention, spoiler pour les éventuels spectateurs, je vous dis tout de suite, c'est les Power Rangers qui gagnent à la fin. Oh, je suis vraiment sur le cul là. Bah c'est un peu tendu quand même. Et donc il y a une scène pareille. Alors si je me trompe pas, Seb et Bastien, vous me corrigerez peut-être parce que j'ai peut-être la mémoire qui flanche sur ce coup-là. Je crois que c'est dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Une fois que Spider-Man a vaincu le Bouffon Vert, il y a une sorte de séquence où les New-Yorkais applaudissent Spider-Man ou quelque chose comme ça juste après la victoire. C'est pas Il y a quelque vraiment, enfin c'est pas exactement comme ça, mais grosso modo. C'est-à-dire que c'est la bataille sur le pont quand. Ouais, après il y a tous les New-Yorkais qui balancent quelque chose sur le Bouffon Vert. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais. Tu t'attaques à Spider-Man, tu t'attaques à la ville de New York. Non, dit-il. non, voilà, c'est ça qu'ils lui disent. Ah donc en fait c'est peut-être dans le. Attendez, alors c'est dans un Batman ou à la fin. Non, c'est dans un Spider-Man où ils sont c'est dans lequel où ils se finissent dans le métro et ils soulèvent le corps de Peter Parker là quand il a plus son masque. Ouais, non, ça c'est dans le 2. C'est dans le 2, d'accord. Bon, donc voilà, donc c'est pour situer un peu la séquence. Donc il y a la même chose dans les Power Rangers. Il y a une scène finale où après avoir battu l'étrange géant qui ne s'appelle pas Bono, et ben en fait il y a toute la ville qui est face au Megazord des Power Rangers, et donc on s'attend à ce que, comme dans les films de super-héros, tous les habitants applaudissent les Power Rangers dans une liesse indescriptible et compagnie. Eh bien figurez-vous que ce n'est pas le cas. Le film s'inscrit parfaitement dans son époque. Je vous le donne en mille. Que fait le public ? Bah, vas-y. Eh bien, tout le monde sort son smartphone pour prendre en photo le Megazord. Donc voilà, c'est un peu... alors voilà, le film, c'est un peu gogol, c'est quand même pas trop mal foutu. Honnêtement, si vous avez 2 heures de libre et que vous l'avez à pas cher en Albanie, allez-y, franchement... Après voilà, c'est Power Rangers, faut pas y aller en s'attendant à voir un grand film de l'histoire du cinéma. Voilà, je vous laisse juger les garçons. Est-ce qu'on peut espérer un Power Rangers 2 où le Megazord se battrait contre Ninja Kong? Ils font la même taille, je veux dire. Je pense que oui, et forcément, vu la gueule actuelle des films, des blockbusters, il y a moyen qu'ils fassent un multiverse avec je ne sais quelle franchise. Hein. C'est pas totalement exclu. Hein. À mon avis, je ne sais pas encore avec lesquels ils pourraient se marier, mais clairement, je pense que l'ambition, elle est là. Hein. Donc voilà. Bon, ma question sera plutôt mélomane, t'as pas parlé de la musique, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors la musique, si je me gourre pas, c'est Tyler Bates qui a dû s'y coller. Il est partout le mec, il en a rien à foutre.
Ah ouais, non, bah voilà, c'est ça. Il en a rien à foutre, je pourrais pas vous dire. Je pense que ça remplit correctement son office, mais il n'y a pas de thème qui se dégage ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une petite musique sortie comme ça de notre culture populaire utilisée. Ah si, bien entendu, il y a un final qui utilise le morceau d'un morceau de Kanye West. Allez tous vous faire enculer. Tu chies sur Bono, bah moi je chie sur Kanye. Et donc ouais, c'est vrai qu'il y a un climax qui est sur la musique de Kanye West qui ne sait pas, on ne sait pas d'où ça sort, mais pourquoi pas. Et bien entendu, à un moment pour flatter le spectateur un petit peu trentenaire ou pas loin, il nous colle le 30 secondes du générique original, dont vous allez me faire une petite interprétation tout de suite. Go Go Power Rangers. Oui, voilà, donc c'est ça. À un moment, on a ça quand ils revêtissent leur armure. Si je me gourre pas, il y a ça. Donc voilà, il y a à boire et à manger, comme vous vous en doutiez. Messieurs, on passe. Oui, vas-y. Moi, je peux faire Alpha 5. Aïe aïe aïe. Voilà. Belle imitation. Merci. On passe au second film de l'émission, les gars. Bah bien sûr. Alors donc c'est Rudderless, et là cette fois-ci c'est une déclaration d'amour que Seb va nous faire. Ouais, c'est ça. Donc Rudderless, sorti en 2014, est le premier film réalisé par l'acteur William H. Macy, qui raconte l'histoire de Sam, excellent Billy Crudup, qui est cadre dans un secteur de la publicité jusqu'au jour où il y a une tuerie dans l'université où se trouve son fils. Quelques années plus tard, le mec est à la dérive, d'où le titre. Il a quitté son job, divorcé, il vit sur un bateau et s'est réfugié dans l'alcool. De son côté, sa femme, elle parvient à aller de l'avant, elle s'est remariée et elle vient d'avoir un nouvel enfant. Et en faisant du rangement, elle récupère des affaires de leur fils qu'elle décide d'amener à Sam. Là, il découvre des CD et des carnets où se trouvent plusieurs chansons écrites et composées par Josh, son fils. Il y a une connexion qui se fait, et c'est comme, d'une certaine manière, comme si Sam récupérait son fils, il passe son temps à écouter, jusqu'au jour où il va dans un bar et décide de jouer une chanson lui-même. Parmi les clients, il y a Quentin, joué par le regretté Anton Yelchin, que j'aimais d'amour. Et comme Sam avant lui, il tombe amoureux de la chanson. Là, il essaie de convaincre Sam que ce qu'il fait est formidable, puis devient son pote, et il tente ensuite de le convaincre de monter un groupe qui s'appellera Rudderless, d'où le titre de Le Retour. Alors le pitch de départ fait un peu mélo, hein. Quand tu annonces le début, ça fait un peu peur, mais. Ouais, j'allais justement évoquer ce point-là. Donc moi, si j'ai décidé d'en parler, c'est pas parce que c'est un grand film. D'ailleurs, il n'essaie même pas de l'être. C'est un film humble à l'image de son réalisateur. Et c'est aussi très sincère. Pour faire simple, en 2014, j'avais pas trouvé de coup de cœur cinéma. Et à moins de 10 jours de la fin de l'année, je suis enfin tombé dessus. Alors pourquoi j'aime Rudderless ? Déjà son casting. Vous connaissez la blague peut-être sur Billy Crudup ? En 2000, il jouait dans un film qui s'appelle Presque Célèbre. Depuis, il est toujours presque célèbre. Presque célèbre, effectivement. Ouais, moi j'adore ce mec. J'aime pas forcément tous ses choix, mais j'aime ce mec. J'aime sa gueule, sa voix, son jeu, tout. Au point que je l'ai en tête quand je dois visualiser Vince Harmon, le héros de mon premier roman, que personne n'a lu. Ensuite, il faut être honnête. Enfin, c'est un peu comme certains films de Billy Crudup finalement, donc ça passe. Ensuite, on a Anton Yelchin, le Tchekhov des nouveaux Star Trek. Je trouve ce mec phénoménal. Il dégage une énergie dingue et il parvient à tenir tête à Mel Gibson et exister. C'est pas facile et pourtant il le fait. Ça, c'est dans The Beaver de Jodie Foster. Et il était formidable dans Charlie Bartlett, entre autres. Comme pour Crudup, j'adore sa voix et leur duo quand ils chantent est vraiment bon. D'ailleurs, pour rester dans la branlette, dans un autre roman que j'ai écrit, il y a un personnage qui était clairement pour lui, puisque en plus il est russe. Ah, mais attends, t'as écrit combien de romans là ? J'en ai écrit 4, il n'y en a qu'un seul de publié. Donc voilà. Et tu es auteur, c'est ça ? Oui, voilà. je suis auteur et un peu branleur. Bref, Anton Yelchin a fait une belle carrière qui s'ouvrait à lui, et avec David Bowie, sa mort est le plus gros crève-cœur de 2016 pour moi, à titre personnel. Niveau second rôle, on a Morpheus, mais je crois qu'il se fait appeler Laurence Fishburne par ici. Et même pour rester dans la thématique de la dernière émission, attention, le mec qui joue Josh, le fils mort à l'université. C'est Dylan Minnette ? Non, absolument pas, mais c'est un mec qui joue dans 13 Reasons Why. Et attention, il y a Selena Gomez dans 3 courtes scènes, donc ça passe. Mais voilà, ça fait vraiment un lien, j'aime beaucoup. Ouais, hein. Donc retour au film. Rudderless, c'est un film simple. C'est pas vraiment un feel-good movie,
même si on y prend du plaisir par moment, c'est pas non plus un truc tire-larme, même s'il en dégage une vraie émotion, surtout vu le sujet, on en parlait tout à l'heure, le deuil du père et surtout la chanson finale qui viendra clore le film. C'est une chanson que Josh le fils avait commencé à écrire mais qui n'avait jamais terminé, du coup Sam le père la complète. Et il y a une sorte de dialogue qui s'ouvre entre les deux malgré la mort. Le titre s'appelle Sing Along et c'est mon coup de cœur musical de 2014. C'est un doublé pour le film, je pense qu'on peut applaudir William H. Macy. Donc les chansons ont toutes été composées pour le film et elles sont bien. D'ailleurs les séquences musicales sont vraiment chouettes, ça fait partie du côté feel good. Quand il commence à avoir du succès local, tu ressens le plaisir de la chose, ça donne vraiment envie que le groupe existe, un peu comme je rêve que Sex Bob-Omb de Scott Pilgrim puisse vraiment exister. Belle BO aussi, c'est vrai, Scott Pilgrim, excellente BO. Ouais. Donc voilà, maintenant je vais arriver un peu sur le gros point du film. Ils nous font une petite M. Night Shyamalan, mais pas vraiment. Pour moi, ouais. Oula. Pour moi, c'est pas vraiment un twist, mais on pourrait le voir comme ça. Un retournement de situation qui vient changer la donne sans vraiment changer quoi que ce soit. J'ai hésité à le divulguer, mais de par le point de départ du film et la connaissance de l'existence du twist, c'est assez facile de deviner de ce dont il s'agit, je pense. Et aussi, j'ai lu pas mal de gens critiquer le film sur ce point, parlant de manipulation ou autre. Donc je voulais expliquer pourquoi, selon moi, c'est une bonne chose. Donc, comme je le disais, au début du film, il y a une tuerie, et on suppose que Josh, le fils, en est une victime. Mais non, il est le tireur. Ah, c'est lui le coupable. Ah. Et ouais. Donc t'as des gens qui critiquent parce que c'est manipulateur dans le sens où on te fait aimer ce gamin et son talent pour te lâcher ça derrière. Mais c'est justement ce qui est bien et sur 3 points. Le premier, on suit l'histoire selon le point de vue du personnage d'Anton Yelchin. Il ignore toute l'histoire. Nous, spectateurs, on en sait un peu plus, mais on n'a pas tous les détails. On se retrouve dans la même situation lors de la révélation. Ce qui nous amène au deuxième point. C'est intéressant parce que ça remet en cause notre perspective. Comme lorsqu'on voit un dessin d'Hitler sans savoir que c'est lui qui l'a fait finalement. Est-ce que ça remet en cause ton avis? Est-ce que tu te dégoûtes toi-même d'avoir osé aimer? Et surtout, faut-il faire la part entre l'artiste et l'homme? J'ai, à titre personnel, toujours pensé que oui. Tout à fait, je rejoins ta part. On peut aussi parler de Bertrand Cantat et de Noir Désir. Enfin voilà, il y a d'autres exemples qui sont plus proches de nous. Aussi, je crois. Qu'est-ce que j'ai pas entendu ce que Bastien a dit? Il a parlé de Sylvain Mirouf. Ah oui, d'accord. Donc, dernier point, c'est un point de vue super intéressant. S'intéresser à un des parents et non pas d'une victime, mais du tueur. Un mec innocent qui n'arrive pas à donner de sens à ce qu'a fait son môme. Encore une fois, on est amené à se questionner sur notre perspective, comment on vivrait la chose nous. Et c'est fait de manière subtile, sans gros sabots, à base de je vais te faire réfléchir. Le film te fait poser ces questions, mais n'a pas la prétention de te donner une réponse, puisque tout ceci n'est rien d'autre que de la subjectivité. Faut voir le film évoluer lorsque la révélation est faite. Les réactions sont assez différentes, et c'est ça la force de Rudderless pour moi. Le film reste sur ses personnages. La question est posée, c'est tout. On n'ira pas plus loin, c'est pas le sujet. Place à l'humain, la musique comme réconfort dans laquelle pourrait éventuellement se trouver une réponse, et place donc la chanson finale à double sens, à l'aune de la révélation. Bref, Rudderless, c'est beau, c'est simple, ça pète jamais plus haut que son cul. J'aime ce film et j'aimerais que vous l'aimiez aussi, s'il vous plaît. Eh bien écoute, en tout cas moi tu m'as donné envie de le voir. Je sais que tu en avais déjà fait pas mal la promo sur Twitter. Alors si je me trompe pas, c'est folk hein, le style musical abordé dans le film. Ok. Très bien. Et on est bien d'accord que c'est jamais sorti en salle ni même en vidéo dans nos contrées. Alors pour la sortie, c'était simultané dans un certain nombre de cinémas et en direct en téléchargement légal. Maintenant, il est disponible en Blu-ray. Alors le problème ici, c'est que le Blu-ray US et UK, il n'y a aucun sous-titre ou bonus. Moi personnellement, je regarde les films en VO sous-titré anglais. Ça me suffit complètement, mais là il n'y a absolument aucun sous-titre, aucun bonus, rien. Il y a un DVD US avec des sous-titres anglais, mais bon, il ne faut pas l'intérêt d'acheter un DVD de nos jours. Et il n'y a absolument rien chez nous, à part évidemment le téléchargement légal ou illégal. Je vous recommanderais plutôt le légal pour soutenir le film. Mais ceci dit, aujourd'hui, par hasard, par coup de chance, j'ai trouvé une édition extrêmement limitée à 1000 exemplaires
du film dans une collection, dans une édition collector absolument somptueuse avec des bonus et des sous-titres. Faut aller jusqu'en Corée du Sud. Du coup, le prix est déjà un petit peu cher pour le truc, plus les frais de port, ça va me revenir, je crois, à 43€. Mais au moins. Ça reste encore honnête. Ouais, mais l'édition est vraiment très très belle. Il y a des bonus et il y a des petits trucs. Il y a un grade de guitare. Il y a un poster. La cover est vraiment très belle. Il y a plein de petits goodies dedans. C'est vachement bien. L'éditeur s'appelle Plain Archive. Ils ont plein de trucs, c'est un peu cher, c'est toujours 35$ dans ces eaux-là, mais c'est vraiment de la belle qualité. Ça reste correct, hein. Honnêtement, quand on voit certaines éditions de Blu-ray sortir en France, même très récemment, je vais donner l'exemple de Phantom of the Paradise, l'édition collector est à 50€, sachant qu'il y a juste un bouquin qui doit faire je ne sais plus combien de pages exactement, mais moi je trouve ça extrêmement cher. Pour un film qui est déjà sorti sous de multiples éditions, qui plus est. Donc voilà, ça reste encore, je trouve, plutôt correct. Ouais, j'ai juste un peu peur des douanes, personnellement. Je me fais souvent niquer, donc... Ouais. J'avoue que venant d'Asie, je vois pas trop. J'ai dû faire une fois ou deux l'expérience à l'époque de Shaolin Soccer et compagnie, et j'ai pas souvenir de m'être fait choper pour ça. Mais bon... on s'égare. Donc voilà, pour juste conclure en vitesse, tu disais que par rapport au pitch, ça pouvait éventuellement ressembler à un gros mélos, c'est vraiment pas le cas. T'es pas non plus dans le feel-good movie habituel du ciné indépendant. C'est vraiment... tu navigues entre deux eaux sans jamais aller trop dans un et trop dans l'autre. Il y a vraiment un mariage absolument parfait. Je trouve le film plein d'émotions, très bon à regarder, il y a un bon rythme, les chansons sont absolument géniales. Enfin, j'aime ce film, j'ai réussi à convaincre 2 personnes de voir le film seulement. J'aimerais bien qu'on passe au moins à 5, s'il vous plaît. Je pense que c'est jouable. Je m'avance pas trop, mais ça devrait être jouable. 3 personnes qui écoutent au moins l'émission, donc c'est possible. Ouais, enfin, je pense qu'il y en a peut-être une qui n'écoutera plus, mais... C'est ça la private joke. ça reste entre nous. Écoute, je pense que c'est le film que depuis qu'on a commencé Bug, avec lequel tu as le plus d'affinité et sur lequel tu es le plus dithyrambique, je me trompe pas. Oh, pas loin, presque ex aequo avec Logan quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, Bastien, est-ce qu'on aborde ta nouvelle rubrique alors ? Oui, j'ai envie de vous dire, parce que pour ceux qui écoutent l'émission, je dis tout le temps j'ai envie de vous dire, donc je me suis dit, bon, on va carrément faire une chronique. Alors, on va commencer par Big Little Lies. C'est une série dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est ça, c'est une mini-série de HBO en 7 épisodes. Faut être précis, parce que du coup, il n'y aura pas de saison 2, hein, c'est bouclé à la fin de ces 7 épisodes. Donc à la base c'est tiré d'un bouquin, mais la série elle a été écrite et adaptée par le vétéran David E. Kelley, donc le mec qui était derrière The Practice, Ali McBeal et les Boston Justice. Ouais, c'est un procédural, le mec est calé dans les avocats et compagnie quoi. Un mec qui a de la bouteille, et tous les épisodes sont dirigés par le Canadien Jean-Marc Vallée. Donc le mec qui avait fait le sympatoche Demolition, t'inquiète pas Seb, ça n'engage que moi. Je déteste ce film. Il avait pas fait Crazy aussi ou quelque chose comme ça ? C'est ça, ouais. Et le moins sympatoche aussi Dallas Buyers Club avec... je préfère ça que Demolition, tu vois. Ouais. J'aime pas non plus, mais... Mais moi je préfère Demolition Man. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Alors après, donc, on a beaucoup entendu parler de la série, surtout parce qu'il y a un casting 4 étoiles, hein, parce que vous retrouvez Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, la meuf de Nos Étoiles Contraires, et Divergente, n'oublions pas ce grand film. Et Divergente, et puis Laura Dern et j'en passe. Alors, quid de la série ? On a affaire aux turpitudes d'un groupe de grognasses. Oh là là là, la turpitude. Qui vont être liés par une histoire de meurtre, et on sait pas qui est mort et qui a tué. Et en même temps, on s'en fout un peu de ça. C'est pas ça le plus important. Puisque c'est vraiment le traitement des personnages et leur tourment qui va être intéressant ici. Donc ça va parler des faux semblants, l'image qu'on renvoie aux autres, des histoires de couple. Le côté Woody Note du sujet, c'est vraiment pas là-dessus qu'on va s'appuyer, que la série va s'appuyer là-dessus, hein, contrairement à Broadchurch par exemple. C'est vraiment plus proche d'un Desperate Housewife, mais en plus abouti et en plus libéré. Parce que donc c'est HBO, alors la sodomie elle est pas cachée si vous voulez. J'ai trouvé la série réussie jusqu'à un certain point. C'est vraiment bien produit. T'as une image léchée, l'ambiance, le casting, c'est bien emballé.
Mais après, la limite du truc, c'est qu'on a l'impression que pour chaque épisode, sauf le dernier qui est un peu à part, bah c'est un peu la même chose. Ça évolue pas trop. Alors après, comme il n'y a que 7 épisodes, et heureusement, bah du coup, ça va, ça stagne pas trop. Mais on a quand même ce sentiment de surplace à chaque fin d'épisode qui s'installe. Et ça, c'est assez dommage. Mais comme je vous le dis, après, le résultat est plutôt propre. Donc ça tient la route. On s'ennuie pas, mais après, on n'est pas transcendé par le truc non plus. Hein. Mais la série a quand même le mérite aussi d'être réussie, alors que c'est quand même quasiment que des personnages féminins, et donc leur point de vue. Et pour ceux qui me connaissent, moi un petit peu, et ma misogynie des personnages féminins, bah, c'est pas une mince affaire. Hein. Parce que quand même, en général, j'en ai quand même rien à foutre des personnages féminins. Et j'ai même une théorie là-dessus, hein, c'est que vous prenez... D'ailleurs, si je peux me permettre, on t'appelle un peu dans le milieu le Moffat de Bug. Ah, c'est ça. Ouais. Et j'ai même élaboré une théorie là-dessus qui dit que chaque grand film avec un personnage féminin principal, si vous le remplacez par un personnage masculin principal, bah, le film pourrait être encore mieux. Je vous donne des exemples. Gravity, vous le remplacez par un mec... Vous prenez Alien, vous prenez Kill Bill, bah, je pense que les films seraient beaucoup plus intenses et complexes. Mais non, mais pas du tout. Absolument pas. Donc une série à voir si le cœur vous en dit, hein, d'autant qu'il y a quand même des bonnes musiques. Moi je l'ai noté, il y a quand même Dreams de Fleetwood Mac qui est chanté un moment par les personnages de la série, et pour moi c'est la meilleure musique de tous les temps, donc juste pour ça, bah, c'est bien. Attends, il y a une séquence où ils chantent tous là, un peu à la mode Alain Resnais, on connaît la chanson et compagnie. Ouais, non, c'est dans la voiture, la musique passe dans la voiture et ils chantent. Ah ouais, ah d'accord, ok, c'est plus Wayne's World, Bohemian Rhapsody quoi. C'est ça. Alors maintenant, on va revenir sur la saison 6 de Homeland qui s'est terminée, parce qu'on est quand même quelques pèlerins à continuer de suivre la série, donc il va falloir en parler un peu, parce que c'est quand même une série dont tout le monde parlait à ses débuts, qui a eu ses hauts, qui a eu ses bas. Mine de rien, je crois qu'il y a encore son petit succès, hein, et apparemment, enfin ce que j'en ai lu, la 6e saison est pas mal. Bah, c'est justement, c'est ce que je vais vous dire. Moi, personnellement, j'avais lu que la première était pas mal alors qu'elle était déjà nulle, donc je sais pas. Faut faire confiance. Ouais, moi c'est pareil, je me suis arrêté à la première, mais... Disons que c'est une série qui a su prendre des risques scénaristiquement et qui arrive donc toujours à se renouveler au fil des saisons. Mais après Homeland, donc, c'est la série qui est mieux que ce que vous pensez, mais qui est moins bien que ce que l'on en dit. Et cette sixième... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, c'est un peu comme Bug en fait. C'est ça. Donc cette 6e saison, si vous voulez, elle fonctionne en crescendo, et elle prépare les 2 dernières saisons qui sont déjà signées en fait. Et là, avec Homeland, ça se rapproche plus cette année d'un House of Cards, parce que ça commence à scruter le côté des puissants, des présidents. Mais après, vous avez toujours quand même cette série d'espionnage qui est là, avec le terrorisme, même si on est quand même toujours très éloigné d'un 24 heures chrono. On n'est pas dans l'action over the top. Ça se veut un petit peu plus profond. Et la série joue toujours sur ces différents tableaux, des différences de ton. Vous avez même dans cette saison carrément un épisode, c'est Rambo, mais dans un F3. Quoi. Et c'est même plutôt un épisode réussi. Et à côté de ça, vous allez avoir de longues séquences de dialogue autour d'une table, autour de la politique. Donc des fois, c'est pas super palpitant, mais on est quand même pris par les enjeux et on est curieux de voir la suite. Moi, je trouve que la série est quand même plus intéressante ces dernières années qu'à ses débuts, justement, qui était encore plus bâtarde, car elle jouait encore avec le souci du twist et des cliffhangers. Alors que maintenant, il y a un sentiment un peu apaisé dans la série. La série a vraiment trouvé sa propre voie. C'est sans chichi, c'est vraiment adulte dans sa vision, ça joue pas avec de l'émotion, et c'est un peu moi du coup ce qui me manque, parce que par exemple dans le dernier épisode, pour vous donner une idée, il y a un personnage quand même important de la série qui meurt, et t'es pas triste quand tu le vois mourir, et en même temps c'est pas ce qu'ils vont chercher à te faire ressentir, mais moi du coup ça me manque un peu, ça qui ne donne pas dans l'émotion. Ouais, c'est un peu curieux quand même, s'il faut mourir effectivement des personnages principaux et que en fait ça te fait ni chaud ni froid, c'est le côté réaliste, c'est le côté réaliste de la chose du coup, mais après du coup t'as quand même hâte de voir la suite de la série, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. La série essaie même de rattraper un peu la réalité, parce qu'à la base ils étaient partis un peu sur le principe que ça allait être Hillary Clinton présidente, donc ils se sont fait un peu niquer. C'est vrai. En fait le personnage ressemble finalement un peu à Trump au fur et à mesure.
Donc, en faisant de la présidente quelqu'un d'assez ingérable et qui est dans le rapport de force, ils ont rattrapé un peu ça sur la fin. Donc la saison, c'est vrai, est globalement satisfaisante. Et comme on en est quand même à la 6e saison, c'est quand même beau de voir qu'une série qui fait pas n'importe quoi et qui n'a plus rien à raconter après tant d'années. Ce n'est pas le cas de New Girls. Ouh là 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 là. Alors New Girls, c'est la série comique avec Zoé Deschanel, pour vous resituer. Donc pareil, ils viennent de terminer leur 6e saison, dans l'indifférence générale, je pense. Hein. Oui, là oui, effectivement, là oui. Et on ne sait même pas d'ailleurs si la série va être renouvelée ou pas. Et ça, moi, je déteste ce cas de figure où donc tu regardes le dernier épisode et tu ne sais pas si c'est le dernier épisode de la saison, de la série. Les scénaristes ne le savent pas, donc ils essayent de faire une fin assez fermée, en même temps un peu ouverte. C'était l'avis des fans de Community chaque année. C'est ça. Mais bon, là, en même temps, à la limite, ça se terminerait là, ce serait bien, quoi. J'ai envie de vous dire, les mecs, il y a plein d'autres séries à voir, la vie est courte, arrêtons-nous là, quoi. Car oui, parce une que série... J'allais dire, ils nous enculent avec leur série, ils nous enculent. C'est ça. Parce que, en plus, une série comique qui ne fait quasiment plus rire, ça sert un petit peu à rien, quoi. C'est pas avec ce qui se passe dans l'histoire que tu vas être satisfait, parce que la série comique étant par nature très limitée, c'est en général machin qui est amoureux de machine, ils vont être ensemble, plus ensemble, ils vont se mettre avec d'autres gens, Attends, il y a le des mariage, la maison, les bébés. Moi je dis... On est complètement passé inaperçu, j'en ai rien à Non, je crois que je crois qu'il faudra réécouter l'émission justement pour voir la subtilité de la chose. Parce que à ses débuts... au moins on aura plus rigolé dans cette critique que pendant la saison entière, ce qui est déjà pas mal. Et donc à ses débuts, la série était quand même plutôt efficace, très inégale dans les épisodes, mais il y avait toujours des petits moments décalés qui prêtaient à sourire. Mais là, il faut dire que les dernières années de New Girl, à part le personnage de Winston qui est au-dessus du lot, c'est pas folichon, et c'est pas avec la présence de Megan Fox qui a changé la donne. Il y a même Zoé Deschanel qui est carrément devenue entre-temps insupportable. Pas mal. Elle était déjà insupportable avant. Hein. Ouais, mais là, c'est du lourd. Je pense que la série va être renouvelée en plus, c'est ça le problème, parce que du coup, s'ils le disent pas, c'est qu'ils essayent quand même de gratter et de compter sur les fans. C'est ça, ouais. Mais bon, on va passer vite à la suite, parce que vous vous en foutez de New Girl, je pense. Parlons un peu cinéma, parlons un peu d'un film aussi que j'ai visionné cette semaine avec une certaine curiosité malsaine, puisque tu sais avant de le voir que ça va être une belle merde. Et c'est pas manqué. Souvent, c'est les meilleurs. Hein. Puisqu'il s'agit du nouveau Le Cercle Rings, je sais pas comment on l'intitule. Wow. Donc le film qui est aussi utile que le trou du cul à la place du coude. Hein. Pas... Et pourquoi calme-toi, faire... je le regarde la semaine prochaine. Hein. Et il y a Amy Garden dedans, alors déjà tu te calmes. Alors pourquoi refaire un ring de nos jours ? Parce que le monde a évolué, j'ai envie de vous dire ma bonne dame. Fini les cassettes vidéo, bonjour les fichiers MP3 4 Wave sur les ordinateurs. Ça va être le chaos absolu avec Adobe en plus, je vous raconte pas. Alors pourquoi parler de ce film dans Bug si ce n'est le descendre, vous allez me dire. Tout simplement parce que j'avais envie de partager avec vous un passage du film et surtout sa réplique. Alors au tout début du film, t'as un personnage... il est sur le marché, le mec, et il fait ses petites affaires. Et là, il tombe sur un magnétoscope. Et là, il se dit, je vais l'acheter parce que c'est vintage quand même, le magnétoscope. J'en peux déjà plus. Mais là où ça devient drôle, c'est que le mec, donc, il ramène ça chez lui, il commence à trifouiller l'appareil avec son tournevis, le malheureux. Et là, l'horreur, t'as une cassette vidéo avec écrit Watch Me qui en ressort. Ce qui fait dire donc au personnage cette réplique qui m'a fait mon week-end, j'en reviens pas, il y avait une cassette dedans. Je vous la redis mieux, j'en reviens pas, il y avait une cassette dedans. Il dit ça à sa meuf et ça m'a tué. Alors après, il va de soi que le film contient toutes les tares du cinéma d'horreur d'aujourd'hui, un personnage inexistant, jumpscare à gogo, cette impression de voir visuellement un truc que tu as déjà vu 2847 fois et en beaucoup mieux. Et surtout, après la série comique qui est pas drôle, tu as aussi le film d'horreur qui fait pas peur. Qui fait pas peur. Ouais. Voilà. Enfin. On va arrêter les conneries un petit peu 2 secondes parce que je voulais juste m'attarder très rapidement sur la news de la semaine. C'était le m'attarder très rapidement, c'est un oxymore. Hein. The Leftovers
Donc a repris cette semaine. Premier épisode. Donc moi j'ai toujours eu en regardant cet épisode ce sentiment de regarder quelque chose d'important et d'unique. Là pour le coup, tu sais jamais où tu vas être emmené dans la minute suivante. C'est quand même un sentiment très rare de nos jours de voir quelque chose d'original et de singulier. On sent déjà dans ce premier épisode la richesse thématique qui va se faire dans la saison, dans cette courte même et ultime saison, puisqu'il n'y aura que 8 épisodes au lieu des 10. Donc tu as une urgence. 8. Il y a une urgence, mais c'est toujours posé quand il s'agit de traiter le fond du sujet. Il suffit de voir encore la brillante introduction de la saison, qui fait écho donc à celle de la saison 2. C'est encore du pur Lindelof dans sa façon de faire. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et moi, j'ai une foi totale en Lindelof. Je sais que ça va être émotionnellement bouleversant et assez éprouvant. Il suffit encore de voir les dernières minutes de l'épisode, où vous avez une variation d'une musique de Max Richter absolument magnifique encore une fois. Elle est plus originale que celle d'origine, et là t'entends bien les instruments avant qui ont été rajoutés, ça fait des point, point, point. C'est intense, ça te fout les frissons, c'est quelque chose du grand art, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je pense qu'on sous-estime l'importance de Max Richter dans Leftovers. Ouais, il fait passer beaucoup d'émotions, le mec. Ouais, effectivement. Comme on sous-estime Ennio Morricone pour les films de Sergio Leone. Oui, aussi, pareil. C'est vrai que c'est des compositeurs complètement sous-estimés. Seb, je crois que tu l'as vu aussi, hein, le Leftovers. Ouais, moi j'ai toujours un petit problème avec The Leftovers, c'est que je peux pas vraiment juger épisode par épisode. Je préfère avoir une vision globale de la saison, parce que un coup je vais te dire, c'est ce que je faisais sur la saison 1, hein, un coup je vais te dire oh c'est bon, je lâche l'affaire, et puis la semaine d'après dire putain c'était génial. Donc je préfère attendre et avoir une vision globale de la chose. Très bien. En tout cas, sans trop vous en révéler, chers auditeurs, il y a moyen qu'on vous parle quand même à chaque émission de Leftovers, parce que ça, c'est une série que nous regardons tous les trois. Donc on fera sûrement 2-3 mots à chaque fois. Voilà, exactement. Un petit point à route comme Bison futé l'été sur les autoroutes de France et de Navarre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Alors, petite question comme ça, est-ce qu'on voit Scott Glenn dans ce premier épisode? Non. Ah, quel dommage. Voilà, c'est juste mon petit plaisir perso. J'aime beaucoup le personnage de Scott Glenn et j'aime beaucoup Scott Glenn, donc voilà. Donc, écoutez, messieurs, je crois qu'on a tout dit. Vous avez quelque chose à rajouter? Bah, le ciel est bleu, l'eau mouille et les femmes ont des secrets. C'est ça la vie. Les femmes ont des secrets. Bastien, un dernier mot pour la fin? J'ai cru que la perruche était muette. Donc, toujours bien de finir sur une citation d'un film de notre ami, comment dirais-je, Georges Pan-Cosmatos. Donc, on se dit à dans 15 jours, les gars? Ouais. C'est ça. Ou pas, si... Ah, mais dans 15 jours, du coup, ça sera le soir du second tour, je viens de calculer. Oui, quand Le Pen sera votre présidente. Oh putain de merde. Eh bien, sur ce, nous allons tous organiser un suicide collectif. D'ici là, portez-vous bien. Moi, j'en ai rien à foutre, je suis bien en Belgique. Hein. Ouais, bah oui. Mais vous avez un gouvernement maintenant? Ouais, je crois. Hein. Très bien. Donc sur ce, messieurs et chers auditeurs, à la prochaine, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Salut. Ciao. Ciao.